Bonjour à tous. Patrick Sagnac, je suis donc professeur à l'Université de La Rochelle. Je voudrais remercier mes collègues membres du jury qui m'ont nommé donc président de cette soutenance en fait. Je vais commencer par vous présenter le jury et puis Monsieur Nguyen, je vous laisserai ensuite la parole pour présenter vos travaux. Alors, vous avez deux rapporteurs. Le premier rapporteur, c'est Madame Volotsine, qui est professeure à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Votre deuxième rapporteur, c'est Monsieur Mézia, professeur à l'Université de Tours. En termes d'examinateurs, vous avez Monsieur Diab, professeur à l'Université de Gustave Eiffel. Vous avez Monsieur Descelas, ingénieur de recherche EDF R&D. Monsieur Duplessis, maître assistant aux mines ParisTech. Monsieur Rivière, maître assistant aussi aux mines ParisTech. Et Monsieur Martiaux, professeur des mines ParisTech, qui est votre directeur de thèse. Voilà. Et moi, Patrick Sagnac, donc professeur à l'Université de La Rochelle. Je vais vous laisser, donc, Monsieur Nguyen, je vais vous laisser à peu près 45 minutes pour présenter vos travaux. Et puis, à la suite de ces travaux, on vous posera un certain nombre de questions. Donc, vous allez nous présenter un travail qui est sur modélisation du parc de bâtiments du secteur tertiaire et simulation énergétique. Voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Nguyen. Merci, Monsieur le Président. Bonjour et merci à tous de participer à ma soutenance de ma thèse qui est intitulée « Modélisation du parc de bâtiments du secteur tertiaire et simulation énergétique ». C'est une thèse de CIFRE réalisée au CES Mines ParisTech et à EDF R&D. Dans la suite, la présentation va se dérouler dans l'ordre suivant. D'abord, je vais commencer par le contexte et les objectifs. Deuxièmement, je vais aborder la méthodologie et la mise en œuvre de la reconstitution du parc. Et troisièmement, nous allons observer quelques résultats et les analyser. Et ensuite, je vais présenter une étude réalisée avec notre modèle de parc. Et enfin, nous finirons avec la conclusion et les perspectives. D'abord, pourquoi nous voulons modéliser le parc de bâtiments du secteur tertiaire? Parce que dans le contexte aujourd'hui, le secteur du bâtiment représente un levier important dans la transition énergétique en France. Donc, ce secteur est composé du résidentiel et du tertiaire. Or, la partie tertiaire est beaucoup moins étudiée que la partie résidentielle. Mais il représente d'importants potentiels dans la maîtrise de la demande d'énergie. En quelques chiffres, ce secteur représente près de 80% de la population active en France, 17% de consommation d'énergie finale et près d'1 milliard de mètres carrés de surface chauffée. Et quelles sont les difficultés aujourd'hui pour modéliser ce parc de bâtiments? D'abord, il existe très peu de données par rapport au secteur résidentiel. Et pourtant, ce secteur englobe une grande diversité d'activités économiques, mais il est souvent représenté sous forme de segments de surface chauffée, d'où l'impossibilité de prendre en compte l'hétérogénéité de ce secteur. Or, l'hétérogénéité s'exprime en termes de diversité architecturale, d'implantation, d'occupation et de système énergétique. Et pourquoi cette représentation n'est pas suffisante pour exprimer l'hétérogénéité? Parce que quelles sont les représentations courantes? Aujourd'hui, nous avons les segments de surface. Et qu'est-ce que c'est un segment? C'est une somme de surface qui est caractérisée selon les statistiques de l'enquête du CEREN, selon l'énergie de chauffage, selon les périodes de construction et les tranches de surface. Or, dans la réalité, les bâtiments ont plusieurs morphologies, plusieurs types d'environnements, de tissus urbains. Et la deuxième représentation, ce sont les archétypes qui se basent sur les segments. C'est-à-dire que ici, je mets un exemple des bureaux. Nous avons un bureau parisien, un bureau à La Défense et un bureau en ZAC. Le principe, c'est de distribuer le segment
selon les proportions que nous estimons pour chaque type de bâtiment. La limite de l'approche des archétypes, c'est qu'il est très difficile d'assurer la pertinence de la répartition. Et ensuite, dans la littérature, nous avons également la représentation du parc sous forme de collection de bâtiments individuellement caractérisés. Dans cette présentation, les bâtiments sont représentés de manière techno-explicite. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme? Je vais le préciser dans la suite. Cette présentation est souvent employée dans les modèles à petite échelle, par exemple les modèles de quartier. Mais à la grande échelle, cette représentation n'est pas encore déployée à l'échelle notamment nationale ou régionale. L'obstacle principal d'employer cette approche, c'est qu'il demande énormément de données. Or, aujourd'hui, il manque beaucoup de données. Donc, c'est quoi une description techno-explicite? D'abord, ici, nous avons l'exemple d'un bâtiment. Le bâtiment est caractérisé par sa surface, sa morphologie, le taux de vitrage, etc. Et dans le bâtiment, nous avons les occupants, avec le cas emploi du temps, le cas taux d'activité différents. Et nous avons les systèmes. Les occupants ont le besoin, ont leurs usages énergétiques différents selon leurs activités et ils font appel au système. Et les systèmes sont dimensionnés selon le bâtiment, selon les besoins des occupants. Et la demande d'énergie dépend aussi de l'implantation du bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la condition météo à laquelle il est soumis et la tissu urbaine, c'est-à-dire la mitoyenneté, par exemple, et l'ombrage des autres bâtiments. Et nous avons vu l'exemple d'un bâtiment. Il a beaucoup d'éléments, beaucoup de déterminants qui forment la demande d'énergie. Mais la grande question, c'est comment identifier et caractériser tous les bâtiments du secteur tertiaire en France. C'est la question à laquelle répond ma thèse. Donc, les objectifs de ma thèse est d'établir un corps méthodologique permettant de reconstituer le parc de bâtiments tertiaires pour tout territoire en France métropolitaine, dans le but de représenter le parc sous forme d'une collection de bâtiments dans laquelle chaque bâtiment est caractérisé. Et la caractérisation des bâtiments permet de simuler la demande d'énergie de manière techno-explicite. Donc, nous avons déroulé ce processus de la reconstitution du parc jusqu'à la simulation énergétique, qui est un long processus qui demande beaucoup d'hypothèses simplificatives et des choix arbitraires. Et maintenant, je vais aborder la méthodologie et la mise en œuvre. Les grandes étapes de la reconstitution du parc, la voici. Nous commençons d'abord par la collecte de données, par les bases de données les plus accessibles à notre disposition. Et à partir de cette étape, nous allons établir une structure de base du parc que nous allons appeler référentiel primaire du parc. Et avec ce référentiel, nous allons l'enrichir avec les statistiques des enquêtes et obtenues de l'extraction des bases de données. Donc, après l'enrichissement, nous allons obtenir un référentiel enrichi du parc. Dans ce référentiel, nous allons avoir les bâtiments décrits de manière techno-explicite. Donc, quelles sont les bases de données disponibles aujourd'hui? Je les mets sur le schéma à droite. Ici, nous avons les bases de données disponibles réparties selon les thèmes et je vais les appeler les bulles d'information. Et les couleurs des bases indiquent l'accessibilité. En vert, ce sont les bases en open data et gratuit. En jaune, ce sont les bases payantes. Et en rouge, sont les enquêtes confidentielles. Et que apporte chaque bulle d'information?
Par exemple, la bulle d'information de l'activité économique apporte les informations sur les activités des occupants, la construction, sur l'implantation et les caractéristiques des bâtiments. Et la bulle énergétique nous donnera l'information sur la source d'énergie, les systèmes et les usages. Et avec ces bases de données, à quelle échelle géographique que nous pouvons envisager la reconstitution? C'est l'échelle de la commune parce que c'est la division administrative de base où se concentrent les données. Donc, c'est l'échelle de base de la reconstitution. Donc, après, quel est le niveau de détail que nous pouvons envisager? Avec ces données, ce sont les bases de données. Ces bases de données sont de nature très différente. Elles contiennent des éléments disparates concernant les bâtiments. Donc, en rassemblant ces éléments, nous pouvons obtenir des modèles physiques simplifiés pour décrire la demande d'énergie des bâtiments. Donc, après avoir collecté les bâtiments, nous allons établir la structure de base du parc et que contient cette structure. Dans cette structure, nous allons avoir tous les bâtiments tertiaires au sein d'une commune identifiés et chaque bâtiment est caractérisé par ses coordonnées géographiques, sa géométrie, c'est-à-dire l'emprise au sol et la hauteur. Attention, c'est un point très important. La surface n'est pas donnée directement par les données SIG. C'est à nous de les estimer. Ensuite, nous aurons le nombre d'emplois classés par activité, les surfaces que nous allons estimer et la catégorie de construction. Et comment nous allons obtenir ces informations? D'abord, il faut identifier les bâtiments tertiaires. Donc, quand un bâtiment est tertiaire, c'est quand ce bâtiment abrite les emplois du secteur tertiaire, c'est-à-dire les emplois d'un établissement avec un code APE tertiaire. Pour identifier ces bâtiments, nous allons utiliser la base Sirène et la base BD-Topo. La base Sirène, c'est le répertoire des établissements. Nous avons utilisé la version géocodée par Christian Quest. Et dans la base BD-Topo, nous avons les bâtiments décrits par les coordonnées géographiques et l'emprise au sol et la hauteur. Donc, pour répondre à la question comment identifier les bâtiments, elle consiste à répondre à une problématique classique du SIG, c'est-à-dire chercher qui est où. Nous avons les bâtiments, nous avons les adresses et les adresses des établissements. Mais la relation entre l'adresse, établissement et bâtiment est très complexe. Nous pouvons avoir une adresse qui pointe sur plusieurs bâtiments ou un bâtiment qui peut avoir plusieurs adresses. Donc, pour traiter ce cas, nous allons identifier au cas par cas et proposer un traitement propre à chaque cas. Et après ce traitement, nous allons distribuer non pas l'établissement, mais les emplois au bâtiment, parce que les emplois d'un établissement peuvent être répartis dans plusieurs bâtiments. Et après cette répartition, nous pouvons attribuer la catégorie de construction à chaque bâtiment. La catégorie de construction, c'est un attribut de la base citadelle. La base citadelle, c'est la base des permis de construire. Donc, c'est une classification plus pertinente pour la construction que à la classification économique. Donc, maintenant, comment nous allons estimer la surface? Parce que il y a plusieurs définitions de surface. C'est une variable très importante dans la simulation énergétique. Et nous avons vu la notion de la surface chauffée avec les données du CERN. En fait, la surface chauffée n'a pas de définition propre en urbanisme.
Donc, l'estimation de la surface chauffée doit être rapprochée à une notion définie par l'urbanisme. Dans ce travail, nous allons rapprocher cette notion à la surface utile. Donc, l'estimation de la surface chauffée, entre guillemets, à partir du SIG, doit s'appuyer sur les définitions que nous aurons trouvées. Donc, deux méthodes d'estimation de surface que nous avons employées. D'abord, nous avons la méthode SIG, c'est-à-dire estimer la surface à partir de l'emprise au sol et la hauteur du bâtiment. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une hypothèse sur la hauteur d'étage. Et la deuxième méthode, c'est la méthode surface par emploi, avec le nombre d'emplois attribués au bâtiment. Nous aurons besoin d'utiliser les ratios de surface par emploi calculés à partir des données du CN pour appliquer à chaque bâtiment. Mais quelle méthode est plus pertinente? Nous allons chercher ça avec une première estimation appliquée à la commune de Nanterre. Avec l'analyse de cette estimation comparée aux données Citadel, nous avons détecté des configurations complexes que nous avons proposé des traitements dans la suite. Par exemple, les sièges sociaux. Les sièges sociaux, c'est là où nous déclarons des fois plus d'emplois qu'il en a réellement. Et les sites multi-bâtiments sont les sites où on a une adresse pour une grande quantité de bâtiments, par exemple un campus universitaire. Dans ce cas, c'est trompeur pour les bases SIG. L'adresse peut pointer que sur un nombre réduit de bâtiments, mais l'adresse d'un établissement qui peut contenir beaucoup d'employés. Et troisièmement, nous avons les bâtiments mixtes, résidentiels, tertiaires. C'est commun pour ceux qui sont habitués avec les centres-villes, c'est-à-dire un commerce en bas d'immeubles résidentiels. Et quatrièmement, la hauteur d'étage, qui peut varier selon la catégorie de construction et l'emprise au sol. Et nous proposons une méthode de validation par sondage in situ, c'est-à-dire qu'avec ce sondage, nous voulons vérifier les hypothèses et les reformuler si besoin. Donc, dans ce sondage, nous allons analyser le mixte résidentiel, la hauteur d'étage que nous avons pris au départ, c'est-à-dire la hauteur d'étage à 3 mètres, c'est l'hypothèse initiale, et détecter les erreurs dans les bases de données. Nous avons réalisé cette observation sur l'agglomération d'Orléans, qui contient 22 communes, et sur un échantillon de 400 bâtiments. Nous avons observé ces bâtiments via Google Street Map, par Street View et satellite, et pour vérifier le caractère mixte de ces bâtiments et la pertinence de l'attribution. Donc, comment nous avons déterminé un bâtiment qui est mixte ou pas? Nous allons comparer les deux surfaces estimées par les deux méthodes. Pourquoi nous comparons ces deux résultats? Parce que dans le cas où le bâtiment est mixte et nous utilisons la méthode SIG, nous allons comptabiliser toute la surface résidentielle au secteur tertiaire. Que nous voulons éviter ça, que dans l'observation, comment nous avons fait, nous regardons chaque bâtiment. Et s'il s'agit d'un bâtiment tertiaire, nous allons le marquer en rouge. Et à partir de cette observation, nous allons établir les distributions selon le rapport entre les deux surfaces estimées. Et à partir de ces rapports, nous allons obtenir la probabilité que le bâtiment soit mixte ou tertiaire pur. À partir de ces probabilités,
nous pouvons faire un tirage au sort pour déterminer si le bâtiment est mixte ou pas selon les probabilités obtenues avec l'enquête. Maintenant, nous avons obtenu le référentiel primaire. Maintenant, comment nous allons enrichir ce référentiel? Qu'est-ce que nous avons besoin surtout? Nous allons faire la simulation énergétique dont nous avons besoin des caractéristiques thermiques du bâtiment et des systèmes, les caractéristiques des systèmes et les activités des occupants. Nous allons mobiliser les enquêtes et les extractions des bases de données que nous avons pour distribuer la date de construction, la date et nature de rénovation, la géométrie enrichie, c'est-à-dire taux de vitrage, forme et surface de toiture, le masque solaire, les sources d'énergie par usage, le système par usage, les consignes et l'emploi du temps des occupants. Comment nous allons réaliser cette distribution? Ici, je donne l'exemple d'un bâtiment quelconque dans la base primaire. Nous avons pour ce bâtiment une catégorie de construction, une tranche de surface que j'appelle respectivement C3 et T5, que maintenant nous allons déterminer, lui attribuer une date de construction à partir de la base citadelle, c'est-à-dire les permis de construire. Dans les permis de construire, nous avons les données des surfaces construites dans chaque commune, selon chaque tranche de surface et chaque catégorie de construction au pas annuel. Et en combinant avec les attributs que nous avons déjà, nous pouvons, par exemple, donner une probabilité que le bâtiment soit conçu à la date D1, D2 ou D3, que nous allons faire un tirage cadré pour déterminer la date de construction. C'est l'exemple de la date de construction. Ensuite, pour déterminer la source d'énergie de chauffage, nous utilisons les bases de données CERN, Enedis, GRDF et données locales de l'énergie pour déterminer le mix énergétique communal du secteur tertiaire. Et à partir de cela, nous pouvons déterminer pour chaque bâtiment selon sa catégorie de construction, sa tranche de surface, sa date de construction, quelle est sa source d'énergie de chauffage, quelles seraient les probabilités. De même principe, nous allons faire un tirage pour déterminer cette source d'énergie. Et après, quels sont les usages que nous avons pris en compte? Les usages que nous avons pris en compte sont le chauffage, la climatisation, le CS, le cuisson, l'éclairage, les data centers et les autres spécifiques, et la ventilation. Comment nous avons pu les obtenir à partir des données? En fait, il y a des enquêtes qui sont plus détaillées sur certains usages que d'autres. Par exemple, avec le poids du chauffage, c'est un usage qui est très détaillé dans les enquêtes ou les bases de données. Mais pour les autres usages, c'est pas le cas. Donc, nous caractérisons ces usages selon les données disponibles. Donc, les sources d'énergie que nous allons distribuer selon chaque usage, c'est l'électricité, le gaz, le fioul, les réseaux de chaleur et de froid et les autres énergies. Et pour chaque usage, un type de système est attribué qui serait caractérisé selon le type, la date d'installation, la puissance et le rendement. Mais cette caractérisation n'est pas équivalente à tous les usages parce que, comme j'ai mentionné, les données disponibles ne sont pas pareilles pour tous les usages.
que pour certains usages, la description est beaucoup moins détaillée que d'autres. Et pour les consignes sont caractérisées selon soit l'occupation ou en mode tout ou rien. Selon l'occupation, par exemple, le chauffage, la température de chauffage est gérée par les occupants ou par un GTB. Ou en tout ou rien, par exemple, la ventilation. Et avec ces consignes, nous avons besoin d'emploi du temps des occupants pour envoyer les consignes au système. Mais avec cette description du parc que nous avons actuellement, nous pouvons appliquer plusieurs modèles énergétiques. C'est-à-dire que au niveau le plus simple, nous avons un modèle qui évalue la consommation énergétique simplement par les ratios. Nous appliquons les ratios de consommation par mètre carré et nous pouvons obtenir une évaluation rapide d'un territoire ou d'une zone donnée. Et deuxièmement, nous pouvons avoir des modèles thermiques simples de type GV-DGU qui nécessite un peu plus de données en entrée que le premier, c'est-à-dire, par exemple, les caractéristiques géométriques, la date de construction ou de rénovation pour distribuer les résistances thermiques ou les coefficients U. Et dernièrement, nous avons le modèle dynamique qui peut simuler plusieurs usages en pas de temps réduit. Mais ce modèle nécessite beaucoup de données en entrée, les caractéristiques géométriques, thermiques du bâtiment, la source d'énergie par usage, le dimensionnement et le rendement des systèmes. Pour simplifier la simulation de SmartT, voici un schéma. SmartT, c'est une plateforme de simulation énergétique développée par le CES Mines ParisTech. Il contient des modèles physiques simplifiés permettant de simuler un grand nombre de bâtiments. Avec le référentiel enrichi des bâtiments, il suffit de rentrer les attributs des bâtiments. SmartT prend en compte les données météorologiques et puis il va simuler les courbes de charge de ce bâtiment au pas de temps horaire pendant une période d'un an. Mais nous pouvons ajuster le pas de temps et dans ce cas, pour les grands parcs de bâtiments, le pas de temps horaire est adapté. Pour chaque bâtiment, nous pouvons obtenir la courbe de charge par usage et par énergie. Et en intégrant ces courbes de charge, nous allons obtenir la consommation énergétique annuelle de ces bâtiments, également par usage et par énergie. Et maintenant, je vais vous présenter quelques résultats et quelques analyses. D'abord, sur la reconstitution du parc, comment cette représentation peut prendre en compte l'hétérogénéité du parc, c'est-à-dire en termes architectural, l'implantation, l'occupation et la diversité de morphologie des bâtiments. Avec ce travail, nous pouvons, par exemple, établir les cartes de bâtiments tertiaires. Ici, nous avons les trois communes qui constituent la Défense, Nanterre, Courbevoie et Puteaux. Sur ces cartes, on peut voir que la tissu urbaine est unique à chaque commune et également la morphologie des bâtiments sont aussi très variées. Pour chaque commune, une sortie automatique qu'on a formulée avec ce travail, c'est une fiche identitaire pour chaque commune. C'est-à-dire dans cette fiche, on a la synthèse du parc de bâtiments tertiaires décrit selon les catégories de construction, les tranches de surface, la répartition en date de construction et la densité d'emploi
selon le ratio surface par emploi. Ici, nous avons un Nanterre avec une dominance remarquable du secteur des bureaux et évidemment des grands bâtiments. Et dans la suite, nous avons Puteaux, c'est la commune où nous avons le plus de tours sur la défense. Donc, sur cette fiche, nous pouvons voir directement le secteur du bureau qui occupe la plupart de surface du parc communal et une grande partie de la tranche de surface la plus élevée qui représente les tours. Et comment cette hétérogénéité est reflétée via la simulation énergétique. Dans cette simulation, nous pouvons obtenir la courbe de charge non seulement que des bâtiments, mais par agrégation, nous pouvons obtenir aussi les courbes de charge à l'échelle communale. Voici un exemple, toujours de la commune de Nanterre. En haut, nous avons la courbe de charge annuelle de la commune de Nanterre. Et en bas, à gauche, nous avons les courbes de charge individuelles des bâtiments de la commune. Et en haut, à droite, en bas à droite, nous avons la courbe de charge communale sur laquelle nous pouvons voir l'effet de foisonnement de ces bâtiments. Et comme j'ai mentionné, nous pouvons obtenir également les courbes de charge par usage. Ici, pour toute énergie, nous avons la courbe de charge du chauffage, à la climatisation, de l'éclairage, par exemple. Et sur les deux périodes, en hiver et en été, on peut observer une différence importante de l'importance des usages. Donc, avec autant de résultats, nous pouvons nous poser la question de la validation, parce que le problème principal est le manque de données, donc la validation rencontre également ce problème. Que nous avons exploré les pistes présentées précédemment, c'est-à-dire le sondage, la comparaison des surfaces, et pour que les attributs de type énergétique, il est beaucoup plus difficile de vérifier chaque attribut. Que nous pouvons seulement comparer la consommation énergétique à la maille territoriale. Nous cherchons un territoire avec le plus de données possible pour faire ces comparaisons et l'Île-de-France est la région où nous avons le plus de données sur le parc de bâtiments tertiaires, parce que dans l'Île-de-France, le secteur tertiaire représente un point important et il y a plusieurs organismes dédiés à l'étude des bâtiments, par exemple l'Adria, l'ORI, la Rennes. Et dans un premier temps, nous allons comparer les surfaces dans l'Île-de-France. Dans le graphe en haut, à gauche, nous avons une comparaison de la surface totale estimée de la région. Notre estimation est suffisamment proche des autres sources et dans la répartition selon les branches d'activité, selon la classification CRN. Nous avons également une répartition proche du CRN avec quelques écarts qui sont liés à la divergence de la méthodologie. C'est-à-dire, nous prenons en compte le SIG. Et pour avoir une comparaison détaillée, nous reprenons une étude réalisée au CES par Marty Jourjon. Dans cette étude, l'auteur propose une méthode d'estimation de surface des bâtiments tertiaires selon le ratio de surface par emploi. Et dans cette étude, l'auteur compare son estimation avec les autres sources de données dans chaque arrondissement de Paris. Que
pour reprendre cette étude, nous allons comparer nos estimations avec exactement les mêmes sources en ajoutant une estimation de la surface via la base de données d'emploi au lieu de travail. Pourquoi? Parce que, comme j'ai mentionné précédemment, le nombre d'emplois déclarés sur place ne représente pas forcément le nombre d'emplois dans le bâtiment. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté une estimation avec les emplois au lieu de travail. Donc, nous pouvons observer quelques écarts importants dans plusieurs arrondissements et nous supposons que la cause principale de ces écarts sont liés à notre estimation de l'attribution du caractéristique mixte des bâtiments parce que la distribution est basée sur l'observation de l'agglomération d'Orléans où le taux de mixité ne serait pas identique à Paris. Donc, dans la suite, nous comparons également les consommations énergétiques de la région. En cartographie, nous avons une distribution similaire avec Energif qui donne également une estimation de la consommation totale de la région. Mais un point que je veux préciser sur Energif, c'est que le périmètre d'Energif n'inclut pas tous les usages que nous avons dans notre modèle. Donc, en bas à gauche, nous avons une comparaison de la consommation totale de la région où notre simulation est suffisamment proche des bases, mais les écarts sont plus importants que l'estimation de surface. Même entre les différentes sources, nous pouvons observer les écarts importants, par exemple, entre l'ADEME et les données locales d'énergie et le CN. Et dans la comparaison de consommation annuelle par énergie, pour observer une distribution similaire entre les sources, où j'insiste que le CN inclut la consommation des réseaux dans les autres. Et à part les comparaisons, comment nous pouvons analyser, valider le modèle parce qu'il manque beaucoup de données. Nous ne pouvons pas faire beaucoup de comparaisons. Nous avons exploité une piste qui consiste à utiliser une méthode d'analyse de sensibilité. Et dans cette analyse, la méthode employée, c'est la méthode de Sobol, ou encore autrement appelée ANOVA. Et pour analyser l'influence de chaque paramètre, dans cette étude, nous avons généré 1000 combinaisons de 4 paramètres étudiés et étudié les impacts sur la surface totale estimée pour une commune. Donc, ici, cette étude est réalisée sur Nanterre et sur le graphe montre les résultats du paramètre de l'auteur d'étage. C'est un paramètre qui influence fortement la surface estimée. Pour l'instant, nous avons exploré cette piste, mais nous n'avons pas poussé cette étude aux autres paramètres ou autres sorties du modèle. Et maintenant, avec ce modèle, que nous pouvons faire comme application, je vais présenter maintenant une application d'une étude de gisement d'économie d'énergie sur la région Île-de-France.
Dans cette étude, nous allons étudier le gain d'économie d'énergie généré par la rénovation du parc et la substitution des systèmes de chauffage. La rénovation consiste à rénover tous les bâtiments dont la performance thermique est inférieure à la RT 2012 et le changement des systèmes consiste à affecter les pompes à chaleur RR au bâtiment d'une surface inférieure à 10 000 m². Et pour les bâtiments au-dessus de 10 000 m², nous allons affecter les réseaux de chaleur. La représentation du parc avec la description techno-explicite des bâtiments nous permet également de quantifier les travaux envisagés pour avoir ces gains d'économie d'énergie. Quels sont ces gains? Voici quelques graphiques qui peuvent montrer les gains d'économie d'énergie que nous pourrons, d'énergie que nous pourrons avoir avec ces travaux. Concernant le chauffage, nous allons diminuer de la moitié. Par contre, l'isolation va faire augmenter la consommation de climatisation. Mais dans le contexte actuel, l'usage de climatisation est beaucoup plus faible que le chauffage. Donc, le gain reste très fort par rapport à l'augmentation de la climatisation. L'avantage avec une description détaillée du parc, c'est que nous pouvons estimer le gain par catégorie de construction, par période de construction, c'est-à-dire au bâtiment de telle catégorie, de telle période. Et avec ces graphiques, nous pouvons voir que les gains ne sont pas tout à fait identiques au point d'arrivée. La raison principale serait liée à la morphologie urbaine, c'est-à-dire le taux de mitoyenneté au système au départ équipé dans les bâtiments qui peuvent expliquer les écarts des gains qui sont différents. Et maintenant, je vais finir avec la conclusion et les perspectives. Avec ce modèle, quels sont les atouts de ce modèle? Cette méthode de modélisation permet de prendre en compte l'hétérogénéité par la description individuelle des bâtiments. Elle est reproductible à plusieurs échelles géographiques. Et avec cette représentation, nous pouvons simuler les courbes de charge des bâtiments et des territoires. Ces processus peuvent être automatisables et avec un potentiel d'amélioration important avec les nouvelles données. Et comme nous avons vu avec l'étude de l'Île-de-France, cette représentation permet de produire des hypothèses pour les études prospectives complexes. Et dans l'avenir, nous pouvons envisager d'améliorer le modèle avec l'ouverture progressive des bases de données. Mais par contre, il faudrait développer les méthodes de validation afin de fiabiliser ce processus. Ici, je montre un tableau qui montre certains sujets que nous pouvons développer dans la suite de ce travail, c'est-à-dire, par exemple, modéliser plus détaillé les usages, notamment l'acquisition de data centers spécifiques auxiliaires, mais aussi traiter les problèmes de bâtiments mixtes, les sièges et les sites multibâtiments. Je vous remercie de votre attention. C'est la fin de ma présentation.